Chagnolo. Bonjour. Merci d'être présent avec nous au Centre français de recherche sur l'Irak. Est-ce que vous pourriez nous décrire la politique d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient et en Irak? Et selon vous, est-ce qu'il prévoit dans son programme des changements ou des évolutions s'il était réélu? Oui, moi je crois qu'avant d'aborder cette question, il faut bien comprendre que dans le cadre d'une élection présidentielle, la politique étrangère occupe une place presque nulle, parce que les Français ne s'intéressent pas à la politique étrangère et ils ne connaissent pas la politique étrangère. Alors ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, et d'ailleurs on voit bien dans les débats, à l'exception peut-être un peu de l'Europe, mais sinon, à aucun moment dans la campagne électorale on ne parle du Moyen-Orient, enfin de manière très incidente. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et il y aura d'autres remarques à faire ensuite là-dessus. Bon, quant à la politique de Macron, là aussi il faut savoir ce que c'est qu'une politique. C'est très compliqué et en même temps c'est très simple. On a toujours le sentiment que la politique d'un État c'est quelque chose de pensé, de global. En réalité c'est bien souvent bien entendu des analyses qui ont une certaine envergure, mais ensuite c'est la réalité quotidienne des actions-réactions par rapport à ce qui se passe dans une région donnée, au Moyen-Orient en particulier. Et en fonction des intérêts de la France, ça c'est fondamental, eh bien, il va y avoir un positionnement plus ou moins important de la France. Et quand on dit la France, d'un mot, il faut bien comprendre que ce n'est pas le Quai d'Orsay ou le ministère des Affaires étrangères qui fait la politique. Il peut l'accompagner, il peut la susciter, mais en dernière instance, celui qui est le patron de la politique étrangère sous la Ve République, pas simplement Macron, c'est le président de la République. Il faut bien comprendre le système pyramidal. Évidemment. Alors du coup, on pourrait parler des conséquences de ce qui se passe dans la géopolitique mondiale actuelle, et notamment au Proche-Orient. On a vu un Emmanuel Macron finalement s'intéresser de près au Liban. On l'a vu également essayer de développer les relations entre la France et l'Irak, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Par exemple, si on prend le Liban d'abord, après je viens à l'Irak, mais sur le Liban, ça n'a pas été une politique conduite, ça a été une réaction par rapport à une situation terrible. Et donc il est allé au Liban, enfin on a tous en mémoire, pour ceux qui s'intéressent au Moyen-Orient, ce qui s'est passé. Il est allé au Liban en voulant faire des choses. On n'a pas le temps d'évoquer un peu tout ça, mais bon, mais c'était pas une politique au sens où on a pensé quelque chose à faire par rapport au Liban. Il a fallu réagir. Et aujourd'hui, on est au point mort, même si ça semble un tout petit peu bouger là en ce mois d'avril, avec sans doute l'acceptation par le gouvernement libanais de ce que demande aussi le gouvernement français. C'est-à-dire si on va donner de l'argent via le FMI, encore faut-il qu'il y ait des réformes. C'est le mot clé. Jusqu'à maintenant, le gouvernement libanais ne voulait pas de ces réformes. Donc voilà. Mais vous voyez, c'est une politique, bien sûr, mais une politique qui est construite pas à pas et en réaction. Si on prend l'Irak, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, le président Macron décide effectivement, à juste titre, que l'Irak a besoin d'être consolidé, stabilisé, qu'il est au cœur du Moyen-Orient, d'autant plus que beaucoup d'autres États sont effondrés, je pense notamment à la Syrie, et par conséquent, il faut avoir, là pour le coup, une vraie réflexion stratégique, et donc soutenir ce pays de différentes manières, sur le plan économique, sur le plan politique, mais on voit bien les limites de l'action, parce que, bon, la France toute seule ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, là, on a quelque chose, effectivement, il y a un engagement incontestable. Les ambassadeurs qui sont succédés à Bagdad avaient vraiment une certaine idée de ce qu'il fallait faire. Bon. Avec Éric Chevalier, par exemple. Par exemple, oui, ou avant lui, Bruno Aubert, qui était bon. Mais en même temps, si on prend d'autres sujets, comme par exemple le conflit israélo-palestinien, il ne s'est rien passé. Alors bien entendu, sur le terrain, nos consulats, nos ambassadeurs font des choses, mais il n'y a pas eu de tentative de quoi que ce soit de la part du président Macron. Il est allé une fois, il a fait un tour sur les pas des mosquées, dans la vieille ville de Jérusalem, basta. Vous parlez de diplomatie de la circonstance, en quelque sorte? Non, c'est pas la circonstance, c'est que c'est très compliqué une politique étrangère, mais c'est souvent lié à l'empathie, à l'intérêt du chef d'État lui-même. Chirac avait un intérêt, par exemple pour le Liban, il avait vraiment une idée très claire sur le Liban. Il avait aussi des rapports très particuliers avec feu Yasser Arafat. Vous voyez, il y avait plein de choses comme ça. Bon. Je pense en particulier à un exemple avec la Turquie. Oui, l'OTAN en état de mort cérébral, le conflit franco-turc, entre guillemets, un conflit. La Turquie. Voilà, aujourd'hui ça change avec la guerre en Ukraine. Bien sûr, Macron a réagi par rapport à ce que faisait Erdogan, ça va mettre assez loin dans les tensions. Donc vous voyez, on est dans des. Alors c'est très compliqué, il ne s'agit pas de juger quoi que ce soit, mais on voit bien que la politique, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il y a une autre dimension qu'il faut prendre en compte, qui est très importante. Quand je parle du point de départ qui sont les intérêts de la France, les intérêts de la France, ça signifie très concrètement qu'on a intérêt à vendre des armes.
Et donc, effectivement, on vend des armes aux Émirats, on vend des armes à l'Arabie Saoudite, en leur demandant de ne pas s'en servir, je schématise un peu, et puis en réalité, ils s'en servent. Ah non, non, ils s'en servent pas au Yémen, mais si, ils s'en servent. Il ne faut pas raconter d'histoire, ils s'en servent. Des relations ambivalentes avec non, donc voilà, donc vous voyez, on est dans ces situations-là où finalement, alors notre ministre des Affaires étrangères qui joue les VRP pour vendre des, comme il était autrefois ministre de la Défense, ils vendent des armes, bon, ils vendent des armes, c'est une politique, alors vous voyez, un grand débat là-dessus. Donc quand on dit, on a une politique à l'égard du Moyen-Orient, on a des engagements politiques très variables, très circonstanciels souvent, enfin voilà, donc il faut faire attention à ne pas imaginer que quelque part on pense une politique et qu'on tente de l'appliquer, c'est de la blague, c'est de la blague. Est-ce que vous pensez que la politique d'Emmanuel Macron est dans la lignée de la politique française, au Proche-Orient notamment, depuis le début du XXIe siècle? Non, non, je ne crois pas, je crois qu'il y a eu un intérêt, on va parler comme ça, un intérêt de la France, porté par des chefs d'État importants comme le fut Chirac, sans revenir à De Gaulle, évidemment De Gaulle, mais Chirac, Mitterrand, bien entendu, aussi, avant lui. Et après, j'ai le sentiment qu'il y a eu une sorte de rupture avec les trois qui sont succédés, c'est-à-dire Sarkozy, Hollande et Macron. Donc je crois qu'il n'y a plus cette... pour plein de raisons, hein, mais il n'y a plus cet engagement que la France a eu au Moyen-Orient. Il faut dire aussi qu'entre-temps, le Moyen-Orient a été complètement bouleversé. Hein. Il faut voir les choses, c'est une très grande complexité. On ne peut pas régler ça en 3 phrases. Hein. Mais comment vous 2003, il faut bien comprendre que 2003 a été une rupture terrible au Moyen-Orient. Hein. En Irak, ça a été la destruction d'un pays avec des années et des années d'une guerre qui n'a pas complètement terminé. Donc on voit bien là, que le Moyen-Orient qu'ont connu Mitterrand, qu'ont connu Chirac, c'était pas... bon alors, Chirac était là en 2003 évidemment, puisqu'il a même empêché que les États-Unis ne passent par les Nations Unies. On se souvient tous du fameux discours de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité, c'est en février 2003. Bon, donc, mais après les choses sont dégradées, et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles, il y en a sûrement d'autres, eh bien les présidents successifs n'ont pas vraiment eu de position, mais encore faut-il réfléchir à la possibilité de pouvoir agir pour un pays comme la France, qui, quand il veut agir, c'est le cas pour l'Irak par exemple, eh bien, encore faut-il que ses alliés le suivent. Alors ces alliés, en général, sont plutôt aux abonnés absents. Je pense aux Européens. Les Européens sont complètement en marge de tout et donc finalement en marge de l'histoire. Vous me faites une transition vers donc Marine Le Pen qui se retrouve au second tour de cette élection présidentielle et qui notamment voudrait sortir du commandement intégré de l'OTAN, puisque vous parliez des alliés justement, cette France peut-être un peu isolée, qui a eu un discours relativement ambivalent vis-à-vis de la Russie depuis bien des années, discours qu'elle tente un petit peu de masquer aujourd'hui avec l'invasion russe en Ukraine. Qui, hier encore, mercredi, essayait dans sa conférence de presse sur la relation internationale de mettre en avant les relations entre la France et les pays arabes. Elle a beaucoup parlé du Liban, elle a parlé de l'Algérie également. Elle a même parlé de la Syrie. En fait, en quelque sorte, ça fait quelques années qu'elle dit que la Syrie, au moment où... En fait, elle considère, je crois, que ça a été une erreur de la France de faire de Bachar el-Assad un paria. Pour elle, les intérêts de la France étaient plutôt de laisser des relations, c'est-à-dire une ambassade de la France en Syrie, des relations entre les services de renseignement, etc. Bon, on voit bien que Marine Le Pen, elle a potentiellement une vision de la politique étrangère de la France très différente de tout ce qui s'est fait ces dernières années au moins. Selon vous, l'arrivée possible aujourd'hui, hein, on n'a pas d'autre mot que de dire ça de Marine Le Pen au pouvoir, qu'est-ce que ça impliquerait dans la relation entre la France et les pays du Proche-Orient? Écoutez, d'abord, pour parler avec modération, je dirais que j'espère bien que cette hypothèse ne va pas se réaliser. C'est clair. Ce serait un désastre. Ce serait un désastre sur beaucoup de plans, et en particulier sur le plan de la politique étrangère. Quand je vous disais que nos chefs d'État, celui qui est actuellement en fonction, ont plutôt des réactions par rapport à une situation plutôt qu'à des anticipations ou des politiques qui dérouleraient à partir d'une vision. Avec Marine Le Pen, il faut ajouter qu'elle ne connaît rien au Moyen-Orient. Elle ne connaît rien au Moyen-Orient et à la politique étrangère. Et c'est quelqu'un d'ultranationaliste. Il faut garder ces deux idées. Un, elle ne connaît rien. Quand je dis ne connaît rien, par exemple,
c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a quelques jours, elle disait que Bourguiba avait supprimé le voile en Algérie. Il faut quand même le faire, hein, il faut quand même le faire. Donc elle avait un peu plus tôt, oui voilà, elle confond la Tunisie et l'Algérie. Bon. Et puis un peu plus tôt, ailleurs, dans une autre émission, aux États-Unis, à propos de la Crimée, mais il n'y a pas eu d'invasion, il n'y a pas eu d'annexion de la Crimée. Je pense vraiment qu'elle ne sait pas, qu'elle ne connaît pas. Vraiment... Et donc elle a des représentations assez sommaires qui touchent en gros, dès lors qu'on est un ultra-nationaliste comme elle, parce que l'étranger est un danger potentiel, et qu'au Moyen-Orient, en plus, c'est un foyer de terrorisme, donc on mélange tout ça et on va agir comme ça. Oui, elle avait dit notamment, au printemps arabe a succédé l'hiver islamiste. Oui, non, voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui... Bon voilà, donc c'est quelqu'un qui serait, c'est pour ça que j'espère qu'elle ne sera jamais présidente, qui ne connaît rien, et autour d'elle, il n'y a personne, il n'y a pas de gens qui connaissent le sujet, bon, voilà. Donc je crois que c'est vraiment une question importante de partir de là. Donc à partir de là, elle a des clichés, des images. Alors ça fonctionne sur quoi? Le Liban pour elle c'est les chrétiens d'Orient. Donc il faut aider les chrétiens, point barre. Le reste elle ne connaît pas. Elle ne sait pas que le Liban il y a aussi des sunnites et des chiites. Et qu'aujourd'hui ceux qui sont vraiment très importants sur le plan des équilibres politiques, c'est quand même les chiites avec le Hezbollah. Quoique justement, elle en a parlé hier lors de sa conférence de presse, je crois qu'elle a parlé de lutter contre le Hezbollah. Oui, non, mais j'allais y venir. J'ai écouté intégralement cette conférence, intégralement. C'est quand même un exploit, elle a pas vu le Hezbollah comme un acteur politique, elle l'a vu comme un ennemi, a priori, quoi. Alors qu'aujourd'hui, le Hezbollah, c'est aussi, évidemment, un membre important du Parlement et des membres du gouvernement, et globalement un acteur qui joue un rôle majeur aujourd'hui. Hein. On peut rien faire aujourd'hui au Liban sans le Hezbollah, pas plus que sans les chrétiens ou sans les sunnites. Je veux dire, mais elle n'a pas de vision là-dessus globale. Le Liban, pour elle, c'est le chrétien d'Orient. Je schématise un peu, mais moins qu'elle ne le ferait. Voilà. Bon, pour la Syrie, elle ignore totalement les crimes de guerre qui ont été commis et les atrocités qui ont été commises par le régime de Bachar al-Assad et qui sont vraiment très largement condamnées par l'Occident, que ce soit les États-Unis ou la France, qui gardent une position très claire et qui allons rompu ces relations diplomatiques. On peut discuter de cette idée de relations diplomatiques, mais garder, je crois que c'est très important en relations internationales, Bachar al-Assad, là où il est, c'est-à-dire comme un paria, ça me paraît fondamental. Elle passerait largement au-dessus. Bon. Ensuite, quand on parle des pays du Golfe, elle va distinguer ceux qui sont islamiques avec lesquels elle ne veut pas parler, et puis les autres. Donc ce sont des schémas qui sont très grossiers et qui sont fondés sur, à mon avis, une ignorance. Donc ça partirait comme ça. Donc franchement, ça serait un scénario, disons, soyons aimables, problématique. Oui. Mais on pourrait prendre la même chose sur d'autres sujets. Et justement, alors, puisqu'on est quand même sur le sujet de la politique internationale aujourd'hui, si on part du principe qu'elle veut en plus sortir du commandement intégré de l'OTAN, qu'elle est complètement pour un rapprochement avec la Russie, qu'est-ce que ça implique concrètement dans nos relations aux pays arabes, en fait, pour préciser la question? Vous savez, il y a deux, trois idées simples par rapport à ça. C'est une ultranationaliste qui ne connaît pas grand-chose du monde, sauf les représentations un peu déformées qu'elle en a, et tout est fondé sur l'idée qu'elle se fait de l'intérêt des Français et de la France. Bon, à partir de là, ça coupe toute forme de soutien, par exemple, dans cette conférence de presse à laquelle vous faites allusion, elle veut remettre en question l'aide publique au développement, parce que ça ne sert à rien. Ou alors il faut la cibler dans des conditions très précises. Donc elle n'ira jamais s'intéresser à ce qui se passe au Moyen-Orient en dehors de la façon dont elle voit les choses et de ses intérêts. Par conséquent, par exemple, elle ira pour combattre toute forme d'islamisme, même si c'est des gens modérés. Enfin, vous voyez, on est dans une confusion totale qui peut conduire à des situations extrêmement dangereuses, quoi, vraiment extrêmement dangereuses. Sur vous avez évoqué la Russie qui est très présente au Moyen-Orient, c'est le moins qu'on puisse dire, ben, c'est quand même très intéressant de voir que, alors même que la Russie, non seulement agresse sous le couvert du fait qu'elle est une puissance nucléaire et donc à l'abri de sa capacité nucléaire, elle agresse dans des conditions tragiques un pays indépendant de plus de 40 millions d'habitants, 44 millions d'habitants, et ce pays non seulement est agressé, mais en plus il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, donc une situation absolument terrible qui n'aura pas de fin. Je veux dire que on ne peut pas revenir dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, ou même peut-être les années qui viennent, à une situation hantée. C'est-à-dire l'idée que dans les années 2000, effectivement, on pensait à un partenariat stratégique entre la Russie et
l'OTAN, aujourd'hui, c'est terminé. C'est ce qu'elle dit. Oui, mais c'est terminé. Personne ne peut penser ça, parce que les conséquences de cette guerre vont être très longues à être dépassées. Et quand je dis très longues, j'ignore complètement la temporalité de cette affaire. On voit bien que nous sommes dans une situation absolument hallucinante. Elle va donc, avec cette affaire, elle reste sur ses fondamentaux, et elle repart sur son logiciel initial, sans se rendre compte que son logiciel initial n'a plus de sens, qui est au contraire un logiciel totalement dépassé. Donc c'est des choses graves. Et c'est là où on est dans une forme d'idéologie complète, qui est incapable d'appréhender la complexité d'une réalité internationale, en plein bouleversement. L'extrême droite au pouvoir, ça serait perçu comment au Proche-Orient? Écoutez, je ne sais pas comment ça serait perçu, mais je pense que certains y trouveraient leur compte, mais j'en sais rien. Il est possible que sur certains sujets, certains seraient contents d'avoir quelqu'un qui a une position forte comme ça, mais ils vont vite déchanter cela. Parce qu'une fois encore, la seule posture qu'elle aura, c'est une posture consacrée à sa conception des intérêts de la France. Et donc elle va sans doute s'intéresser, comme on vient de l'évoquer, aux chrétiens d'Orient. Alors probablement, par exemple, au Liban, chez les maronites de droite, ce qui arrive souvent, ils vont sans doute avoir des atomes crochus avec les postures de Marine Le Pen. C'est bien possible. Les phalanges, par exemple, vont trouver intéressant qu'elles soient là. Mais dans d'autres situations, c'est vraiment au contraire quelque chose de très dangereux. Alors donc je ne peux pas imaginer ce qui va se passer pendant tel pays, mais on voit bien les ambivalences majeures de ce personnage. Je répète, c'est vrai pour le Moyen-Orient, mais c'est vrai partout ailleurs. En gros, on a une politique qui ressemblerait beaucoup aux formes populistes des politiques étrangères qu'on trouve par exemple en Hongrie, en Pologne, ou qu'on a vu avec Trump. C'est un peu ça qui se passerait. Bon, après, regardez comment par exemple les réfugiés syriens ont été accueillis par les Polonais ou par les Hongrois. Voilà un peu ce qui se passerait. Il y a une politique de rapport de force finalement, avec par exemple des personnages comme Erdogan justement. Oui, voilà, là il peut y avoir effectivement des liens, encore que non, parce que comme c'est un islamiste, il n'est pas question de parler aux islamistes, il faut les combattre. Donc elle a quelques clichés comme ça majeurs, et elle va jouer sur ces clichés. Quand je dis qu'elle va jouer sur ces clichés, j'ajoute, j'espère qu'elle ne le fera pas, parce que j'espère qu'elle sera battue, parce que c'est vraiment, ce serait, cette conférence de presse à laquelle vous faites allusion, là, qui a eu lieu donc hier ou avant-hier, était extrêmement intéressante, mais c'était un monde vraiment terrible, elle foulait aux pieds beaucoup de principes fondamentaux de la politique française, mais aussi des principes fondamentaux européens, enfin beaucoup de choses comme ça. Et donc ça serait vraiment une rupture complète par rapport à tout ce qu'on a pu connaître en France. Et en Europe, elle démolirait aussi de l'intérieur ce qu'elle appelle une alliance des nations européennes. Bon, au lieu d'avoir une Union européenne, donc on n'est pas contre l'Europe, mais en même temps on va entrer dans l'Europe pour la démanteler, la désarticuler de l'intérieur. C'est ça qui va se passer. Donc en l'espace de quelques mois, on risque d'avoir des choses assez terribles pour le Moyen-Orient, pour l'Europe, et aussi par rapport à nos alliés, puisque par rapport à l'OTAN, que signifie, surtout dans une période pareille, se retirer du commandement intégré, alors qu'on a absolument besoin d'un commandement intégré, où je rappelle d'ailleurs que les souverainetés sont maintenues, puisque pour décider, il faut être à l'unanimité. Donc voilà, elle a une conception de l'OTAN qui est encore, là aussi, dépassée. Donc voilà, en quelques mots.